Bon, Odile, on finit de le découper, ce dos de cabillaud? Absolument. Alors, comment on fait? Alors, vous allez prendre le cabillaud. Oui. La première chose, c'est de parer un petit peu l'extrémité Oui. pour avoir des portions bien régulières. Allez, je pars. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir des portions de 150 grammes à peu près. 150 grammes, c'est ça? Voilà. Un peu plus, Ça un me peu paraît moins? bien, Allez, ouais. hop. On va peser? Voilà, on va vérifier, ouais. Hop là. J'en ai un peu plus, je vous mets le reste? Absolument. Alors, qu'est-ce qui va devenir ce cabillaud? Alors, ce cabillaud, on va le rôtir au four. Et puis, on viendra mettre dessus un beurre meunière, un beurre noisette avec du citron. Et sur une polenta crémeuse. Et ça va être préparé par les élèves Par nos élèves. du lycée hôtelier Guillaume Tirel. Si vous voulez bien, on va mettre de côté ces dos de cabillaud, parce que moi je vais vous emmener en balade du côté du boulevard de Port-Royal. C'est un quartier occupé par des écoles et surtout des hôpitaux. Nous irons découvrir l'un des plus prestigieux, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, qui abrite un incroyable musée. Mon coup de cœur cette semaine, c'est ce couple d'inséparables, Antoinette et Catherine. Ces deux sœurs vivent et travaillent depuis toujours au fond d'une impasse et vous allez voir, elles ont des cœurs en or. Odile, ça vous dit de grimper sur les toits des immeubles du quartier? Avec plaisir. Eh bien, vous allez voir qu'on y cultive des légumes Incroyable. avec nos déchets urbains à nous. Ce sera intéressant pour votre cuisine, ça, non? Absolument, ouais. Mais d'abord, Odile, je vais descendre à la cave, enfin plutôt dans les sous-sols de Paris. Je repasse tout à l'heure parce que je crois que je dois servir Madame le proviseur. Absolument. Grosse pression, Ouais, là. Très grosse. Bon, allez. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, les gars, là, allez, au boulot, là. Allez, allez, allez. Il est surprenant ce boulevard de Port-Royal. Large, imposant, il traverse 3 arrondissements et rassemble un nombre important d'institutions. De célèbres hôpitaux par exemple, dont l'un d'entre eux abrite la porte d'entrée d'une ancienne carrière, un lieu insolite et tenu secret que j'ai le privilège de visiter. Bonjour, mon père. Il est où, Philippe? Philippe! Philippe! Ah, Philippe! Oh, pardon, mon frère. Philippe! Par ici, Yvan. Ah, bah vous êtes là! Un dîner aux chandelles à 20 mètres sous terre, j'en rêvais. Tout à fait. Je m'installe. Ah bah dis donc. Eh ben vous, Philippe, c'est pas facile de vous trouver. Je suis où, là, précisément? Dans un souterrain, une cave, une carrière? C'est une carrière de pierre à bâtir, qui a servi à construire les monuments de Paris. Lesquels? Par exemple, 30% a servi pour Notre-Dame, et 95% pour l'église Saint-Séverin. Donc, historiquement, très ancien. Ça date du Moyen-Âge. Exactement. Il fait doux, ici? Il fait très bon. Ouais, oui, 15 degrés maximum. C'est pratiquement Mais- constant? Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça a servi aux champignons de Paris, le reste. Ah, il y a eu des champignons de Il y a Paris des qui ont champignons été de Paris cultivés par dénommé ici? Chambry en 1814, qui a fait le premier champignon de Paris. En tout cas, Philippe, c'est très humide ici, hein. Ah oui, à peu près 100% d'humidité. Et ça, c'est dû à quoi? Vous avez une petite idée? L'humidité de comment dirais-je, de la pierre, puisqu'il y a 100 à 150 litres d'eau au mètre cube. Alors, Philippe, racontez-moi. Vous vous souvenez du premier jour, la première fois que vous êtes descendu dans cette carrière? C'était quand? Fin 1976. Et comment vous avez découvert cet endroit? C'est un spéléologue qui m'avait indiqué qu'il y avait des carrières sous Paris. Je ne savais pas du tout, je m'intéressais au départ plus à l'extraction de la pierre à bâtir. Et alors, à partir de là, vous vous êtes dit, je vais entretenir, restaurer cette Voilà, carrière? je ne suis pas tout seul, heureusement, bien sûr. On a commencé à quelques années, une trentaine de personnes, pour mettre en valeur ce site. On va faire une petite visite. Vous me montrez la fontaine des Capucins? Tout à fait. C'est C'est par par où? ici, suivez-moi. Pardon. C'est par où? C'est à gauche. Et voilà. Ah bah la voilà la fontaine. La Voilà, ce qu'on fontaine. appelle une fontaine, en réalité, c'est le niveau de la nappe phréatique. Et on peut la consommer? Ah non, nous avons 10 000 germes au millilitre. 10 000 germes au millilitre. C'est énorme. Même Ah, pour c'est le- un vrai bouillon de culture là. Ah oui, complètement. L'ancienne appellation d'hôpital Cochin. Alors, sous l'hôpital Vénérien. Vénérien. Ah bah tout est dit là.
Qu'est-ce que c'est que ça, là, cette Alors, trace ce qu'on noire appelle un fil d'Ariane, ce qui permettait aux carriers d'aller au fond de taille et d'en sortir. C'était fait quoi avec la bougie? La bougie uniquement. Puisqu'on ne voyait pas grand-chose avec une lampe à huile ou une bougie. Il de n'y toute avait pas façon. d'électricité à l'époque. Voilà. Donc, à droite. Et là, nous passons sous le boulevard de Port-Royal. Et là, nous sommes arrivés sous le 5e arrondissement. Donc on est passé du 14e, Du au 14e 5e. au 5e arrondissement. Et là, nous partons en direction du 13e arrondissement. Eh bien, allons-y. Hop. Alors là, c'est Donc, quoi, là? Nous nous trouvons sous le potager du Val-de-Grâce. Et là, nous avons aussi trouvé un calvaire. Les carriers étaient très croyants, peur du noir, donc du diable, et ils mettaient dans leur croisement de salle des calvaires. Toujours fait au noir de fumée. Bon, bah, ça tombe bien, Philippe, j'ai rendez-vous juste au-dessus. Il y a un ascenseur. Non, il n'y a pas d'ascenseur, il faut reprendre les marches. Mais par contre, vous suivez le fil d'Ariane. Je suis le fil d'Ariane. Oui, oui. Oh, il est où le fil d'Ariane? Il est là, le fil d'Ariane. Hein. On est parti, je suis le fil d'Ariane. Bon, bah, adieu, Philippe. Hein. Au revoir. Ah oui, au revoir. Vous êtes positif. Oh là là, il y a une tête de mort, là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est bon, je crois que j'ai trouvé la sortie. De retour à l'air libre, je traverse le boulevard de Port-Royal pour me rendre vers l'institution la plus réputée du quartier, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Un vaste bâtiment qui rassemble aujourd'hui une école de médecine, un musée et une très belle église. Bonjour mon capitaine. Bonjour monsieur. Merci de m'accueillir dans cette somptueuse église du Val-de-Grâce. On la doit à qui précisément cette église? Alors on la doit à la reine Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, qui met beaucoup de temps à avoir un enfant et à donner un descendant au trône de France, adresse un jour une prière au ciel en lui disant « Mon Dieu, si tu me donnes un fils, je te ferai élever un temple magnifique ». Le 5 septembre 1638, Louis Dieudonné, futur Louis XIV, naît et Anne d'Autriche décide donc de s'entourer des plus grands architectes et des plus grands sculpteurs pour édifier cette église. Qui est l'architecte principal de l'église? Alors au début c'est Mansart. Ah oui, c'est pas n'importe qui. C'est Mansart qui a une grosse difficulté qui se présente à lui, qui est celle d'assurer les fondations de l'édifice. Le sous-sol du Val-de-Grâce est un sous-sol qui a été exploité en tant que carrière pendant très longtemps et qui du coup présente un certain nombre de fragilités qu'il faut consolider. C'est une église baroque. C'est une des rares églises baroques qu'on ait à Paris, l'église baroque la plus sculptée de France. Il faut faire l'effort de lever les yeux Ouais, il faut lever pour le nez se ici. rendre compte de cette richesse. On a une somptueuse coupole là. Oui, alors on a une coupole qui aurait dû être initialement une coupole sculptée, mais en fin de chantier, Anne d'Autriche change d'avis et demande à Pierre Mignard, très grand peintre français du XVIIe, de réaliser cette coupole peinte. Alors on a une belle coupole et on a surtout un beau dallage aussi. Alors on a un beau dallage, oui, qui a été préservé des destructions révolutionnaires, puisqu'en 1789, le sacristain de l'époque prend la précaution suivante, il recouvre l'ensemble du dallage d'une couche de paille et d'une couche de plâtre. Pourquoi Et alors, faire? pour le protéger, Ah, d'accord. une espèce d'instinct. Et lorsque l'église est rendue au culte en 1826, on casse le plâtre, on enlève la paille et on retrouve ce dallage dans son intégralité. Oui, parce que là, il y a des signes de la royauté qui n'auraient pas vraiment plu aux révolutionnaires, la fleur de lys par On exemple. peut supposer qu'au moins ce médaillon central aurait pu être dégradé. Mais est-ce que c'est l'église de l'hôpital du Val-de-Grâce? Non, tout le monde peut venir assister à la messe. Et ça communique avec l'hôpital, avec le musée. Ça communique avec l'ancien hôpital qui a déménagé à la fin des années 1970 et qui est actuellement occupé par le musée, la bibliothèque centrale du service de santé et surtout par l'école du Val-de-Grâce. Vous me montrez? Oui, bien sûr. Je vous suis. Elles sont impressionnantes ces grilles. Oui. Je passe devant, merci. On passe un instant là devant l'école de médecine militaire. Qu'est-ce qu'on apprend précisément dans cette école? Alors, l'école du Val-de-Grâce, qui est son nom, accueille les élèves du 3e cycle des études de médecine militaire. Donc C'est-à-dire les internes. les internes. Voilà, les internes. On ne peut pas prendre un médecin civil et l'envoyer sur le terrain. Il a besoin d'une formation particulière. On apprend quoi par exemple comme pathologie qu'on n'apprend pas ailleurs? La chirurgie de guerre, par exemple, qui est une chirurgie particulière, qui est une chirurgie de l'urgence, qui nécessite des gestes particuliers qu'il faut savoir pratiquer
dans un environnement qui n'est pas toujours aussi confortable que celui d'un bloc qu'on peut trouver en métropole, par exemple. C'est incroyable parce qu'on imagine que l'hôpital du Val-de-Grâce, enfin tout ce qu'il y a dans cet environnement-là, c'est fermé alors que c'est quand même très ouvert au public. La partie hospitalière, comme tous les autres hôpitaux militaires, a été largement ouverte depuis plusieurs années à tous les assurés sociaux. Et puis la bibliothèque et le musée, l'église également, tout ça est largement accessible au public. On est dans une politique d'ouverture qui est évidente. Moi, j'aimerais bien visiter le musée. C'est par où? C'est par là? C'est par là? C'est par ici. Ben, merci, je vous laisse. À bientôt, mon capitaine. À très bientôt. Merci pour cette visite. Je vous en prie. Oh là 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 là. Ah, Frédéric, il faut vous trouver. Vous êtes allé au bout du musée. Vous. Ben oui, mais vous savez où on est là? Comment ça, mon Musée du capitaine service de santé des armées au Val-de-Grâce. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce musée? Alors ce musée nous raconte justement tout ce travail fait par les médecins, le corps médical depuis des siècles. Depuis toujours, les armées ont emmené avec elles un service de santé pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Parce que l'idée principale ici, c'est de faire comprendre qu'une fois qu'on est blessé sur le champ de bataille, on va vous emmener, vous transporter, vous retirer du drame, si je puis dire, pour aller vous soigner à l'arrière. Et pour cela, on va utiliser toutes sortes de machines, alors des camions, des bateaux, des skis, des avions, et tout ça on le découvre dans ce musée formidable. Et puis après, évidemment, on a cet hôpital de campagne. De quelle époque? Alors là, on est au milieu du XXe siècle, 1950, et là on voit bien qu'on est complètement autonome pour la lumière, pour la table d'opération, pour la stérilisation, pour endormir aussi évidemment les patients, pour que les chirurgiens puissent travailler le mieux possible. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller boire un verre. Bah oui, puis ça donne soif tout ça. Bah oui, parce que c'est surtout moi qui parle. Et puis vous allez me laisser sur le terrain parce que Sur le trottoir, non? Mais non, mais moi je vais aller prendre le RER. Puis il faut que je vous montre une petite guitoune. Ah oui, extraordinaire. C'est une gare. Ça s'appelle une gare. Ah oui, une bon, gare. mais ici c'est Ça un sert à quoi, musée. une gare? Ça vous plaît ce Oui, musée? oui, c'est très bien. J'ai adoré, mon capitaine. Ah, mais pourquoi? Je ne suis pas capitaine, moi. Mon général. Non, je suis maréchal des logis. Mon sergent chef. Voilà, c'est juste là. Vous allez me laisser au coin là. Ça vous ennuie pas de me laisser? Vous vouliez pas me garder? Ah ben voilà, Ah bah la voilà, votre petite guitoune. je vais vous C'est la laisser. gare RER. Ben voilà, exactement. Je vais prendre le transport en commun. Mais alors c'est une gare, une vraie gare. Elle a été construite en 1895, au moment du chemin de fer Paris-Orléans. Elle est très jolie. Ah oui, des verrières, vous avez vu, avec des marquises, tout ça pour protéger évidemment les passagers. Et figurez-vous, comme il n'y avait pas de place tout autour, au lieu de construire la gare devant ou à côté des voies, on l'a construite au-dessus. Donc on descend directement sur les voies et non pas marcher et puis traverser les quais. Et là-bas aussi, il y a une belle marquise. Ah bah, évidemment qu'il y a une belle marquise, c'est la Closerie des Lilas, très célèbre bistrot Frédéric, littéraire. Pourquoi ça s'appelle la Closerie des Lilas? Ah, bah écoutez, closerie, parce que c'était un endroit clos. En fait, à l'origine, on appelle closerie un terrain de 10 hectares à peu près qui est installé autour des fermes. Sur ce terrain, les fermiers plantent des fruits, des légumes, des herbes, et puis on va mettre une haie vive tout autour pour éviter que les animaux ne viennent manger ou que le gibier ne vienne grignoter les salades ou les radis. Mais là, c'est des lilas. Alors oui, alors du coup, le type qui a acheté ça en 1870, il a planté 1000 pieds de lilas. Et voilà comment c'est devenu la Closerie des Lilas. Alors vous l'avez dit, maintenant c'est un célèbre café littéraire avec un prix littéraire très Oui, qui est né en réputé. 2007, attribué que par des femmes. Mais alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus boire ici, Oui, des auteurs extraordinaires, Aragon, Hemingway. Ils ont leur nom d'ailleurs sur les tables ou au bar. Il y a même Renaud, vous savez, le chanteur Renaud qui est venu là. Alors j'ai une petite chanson pour vous. Oui. Moi j'aime bien Yvan Alloin, je suis sûr qu'il ira loin. Allez, j'aime bien votre chanson. Allez, salut. pour moi. Moi, je vais pas trop loin. Je vais effectivement juste à côté, rue Henri Barbus, à 2 pas de la station de RER Port-Royal. Au numéro 22, tout au fond d'une jolie cour pavée, je découvre l'atelier de dorure des sœurs Munier. Antoinette et Catherine, 2 amours avec des cœurs en or. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites de beau, de très beau? Je suis en train de restaurer un baromètre, c'est-à-dire ça c'est le fronton, et vous pouvez voir le corps du baromètre qui est là. Et ce baromètre, il lui manquait toute une partie, c'est-à-dire toute la partie fleurie qui est là. Elle a fait un travail préparatif de façon à ce que la couronne fasse bien un cercle entre le début
du fronton et la rose. D'accord. Voilà. Donc, Que c'est un ce soit part de bien dessin. Alors, proportionné. une fois que ça c'est fait, hop, vous posez l'or. Oh non! Non, comment ça, non? Là, vous voyez Non! un début de... J'ai mis une première couche d'un après blanc, Oui. comme ça. Mais normalement, il en faut 7. Ah oui, Parce que après, on fait la reparure. il y a beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Beaucoup. Vous imaginez cette technique? C'est-à-dire que les sarcophages étaient dorés de la même manière. Et en fait, l'or, c'est pas tellement... Pour le luxe que ça représente, c'est devenu ça. Mais au départ, c'était pour protéger. Parce que l'or, c'est indestructible. Qui vous a appris ce métier? Les parents. Je suis née dans le métier. Et ici? Oui. Dans le quartier? Ici. Oui. Ici. Au Vous bout avez- de la rue, c'est la maternité Baudeloc et je suis née dans... Toutes les voilà, deux. Comme Catherine. Vous êtes nés. Oui. Oui. Et vous avez toujours habité ici, en Oui. face. Oui, nous n'avons pas quitté le nid. Et l'atelier était ici. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites derrière? Ce chose, il y a un clavecin en construction. Ah, ça c'est Ça, pour c'est vous, ça. extraordinaire. Ça c'est pour vous, parce que vous êtes pianiste, Je suis professeure de musique. professeur de musique. C'est pour ma sœur. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est un facteur de clavecin qui s'appelle Marc Ducornet qui propose ses instruments en pièces détachées Comment dire? avec un plan. Un plan? Et alors, oui, on oui, se les oui. Et le construit. plan, il est dessiné par Emmanuel Danset. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez, vous, sur la joue, là? C'est des Ah, poussières c'est- d'or oui, je me suis mis de la graisse. sur la joue? Alors ça, c'est une technique de doreur, Ah oui? de se mettre de la graisse sur la joue. Bah ouais. C'est pratique parce que là, vous faites ça. Vous prenez le petit bout, hop, Hein? et après vous le posez où vous voulez. Je peux essayer? Ça, c'est... Ah, on va rigoler. Découpez déjà. Tiens, ce morceau-là, il est bien. Ah, Ah. c'est pas un beefsteak, hein. Et quelques petits micros de beefsteak. C'est pas mal, ça. Hop. Très bien. Ah, faut vous mettre un peu de gras. Ah, faut que je mette de la... Sur quelle joue? Voilà. Qu'est-ce que vous mettez comme gras? C'est quoi? C'est la pommade au calendula. C'est de la vaseline. Ah, c'est bon pour la peau Il n'y aussi. a pas de ça. souci. Alors après, je fais quoi? Ah, je prends ça. Oui, Donc je me mets... Oui, comme ça, voilà. ça suffit? Vous happez tout doucement. Hop. Attention. Tout doucement. Très bien. Très bien. Voilà. Wow. Appuyez. Et Non, non, c'est pas une peinture. hop, On tapote. Voilà. C'est pas mal. C'est très très bien, oui. Gardez, vous me gardez? Oui, je le garde. Alors Catherine, vous êtes professeure de piano. Oui, j'ai cette chance. Vous avez, je crois, un clavicorde Oui. que vous a fabriqué votre sœur. Oui, absolument. Clavicorde. Vous allez me jouer un petit morceau? Avec plaisir. Allez, on y va. C'est de l'autre côté. Oui, c'est juste en face. De belles surprises dans ce quartier, il y en a aussi sur les toits. Je me rends à AgroParisTech, la grande école européenne d'ingénieurs agronomes. On y forme les meilleurs spécialistes dans les sciences du vivant et depuis quelques années, on y étudie la culture de légumes en plein cœur de la capitale. Oh là là! Comment ça va, Christine? Bonjour, ça va, un peu de manière humide. Tout à l'heure, il faisait chaud, beau. Maintenant, il pleut, c'est le temps idéal du jardinier, vous me direz. Absolument. Qu'est-ce que vous faites de beau? Alors nous cultivons des épinards, comme vous voyez, parce que nous essayons de montrer qu'on peut faire pousser des légumes sur les toits de Paris. Et c'est la preuve, voilà. Ils Alors, sont c'est beaux, la ces preuve épinards. pour des légumes d'hiver, mais après, pendant le printemps et l'été, on en aura plein d'autres. Alors, il y a plein de bacs d'épinards. Et ils sont différents, ces épinards? Alors c'est surtout les bacs qui sont différents. Ouais. C'est-à-dire que là, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on peut non seulement cultiver dans Paris, mais cultiver en plus avec des déchets organiques de la ville. C'est-à-dire? Par exemple, du compost de déchets verts, du marc de café. Alors du marc de café qui a déjà servi d'ailleurs à faire des champignons. Mhm. Et c'est ça qu'on met dans nos bacs. Et donc comme ça, on participe à l'économie circulaire de la ville. D'accord. Voilà. Cette expérimentation, elle a commencé en 2012. Et en fait, elle a commencé avec 2 ingénieurs qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture, des ingénieurs en bâtiment et en mécanique, Ah bon? qui sont venus nous voir en revenant d'un voyage de New York en nous disant, vous savez, il y a plein de toits potagers à New York, pourquoi on ne ferait pas la même chose sur Paris? Bon, donc on a dit, ouais, pourquoi pas, effectivement. Donc,
Après, quoi, 3 ans, 4 ans d'expérience 3 ans, voilà. 3 Vous ans en d'expérience. tirez quelle conclusion, là? Alors bon, on tire la conclusion que oui, il est possible de cultiver sur les toits, avec une grande gamme de produits possibles, avec une bonne production, qui est de l'ordre de ce qu'on trouve chez les maraîchers périurbains de l'Île-de-France. Et puis surtout, parce que c'est une de nos grosses interrogations, ici, on n'a pas de pollution atmosphérique. Comment ça? Attendez. Ah oui, je vous assure, je on peut crois vous pas, montrer là. les résultats. Il n'y a Non. pas de pollution atmosphérique à Alors, Paris? il y a de la pollution atmosphérique à Paris, mais elle a la gentillesse de ne pas monter sur les toits pour polluer nos produits agricoles. Alors, on a mesuré à la fois ce qu'il y a dans l'air, et puis surtout, on mesure ce qui reste dans les produits. Et ce qui reste dans les produits, par exemple en métaux lourds, le plomb, le cadmium, enfin toutes ces choses très sympathiques qui sont issues du trafic routier, eh ben on ne les retrouve pas. On les retrouve en quantité extrêmement Non, il n'y en a limitée. pas. Je peux en Non, manger comme ça, vous là? pouvez je en peux manger. Ouais, êtes Vous sûr? pouvez en manger. Nos chiffres montrent qu'on est entre 10 et 50 fois en dessous par rapport à la norme européenne. Donc c'est intéressant, on ne s'y attendait pas. Mais Alors ça veut dire quoi? Que dans les années à venir, on peut imaginer que tous les toits de Paris se transforment en potager? Tous les toits de Paris, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui conviennent. Parce que le baron Haussmann ne nous a pas facilité la chose. Il a mis des toits pentus. Voilà. Il y a une étude de fait par l'Agence parisienne d'urbanisme qui montre qu'il y a à peu près 80 hectares, ça fait quand même déjà pas mal, de toits plats qui pourraient être cultivés. On ne cherche pas à travers ça à nourrir quantitativement les Parisiens. On cherche d'une part à ce qu'ils puissent éventuellement avoir un espace de culture. C'est pour le fun, c'est pour s'amuser. C'est pour le fun, mais pas que. C'est aussi pour pouvoir produire soi-même. Ça a beaucoup de signification. C'est pas que le fun. Et là, on est pour l'instant qu'au début de cette expérimentation, mais on va essayer, dans les années qui viennent, de tester de nouveaux produits. Si on y allait, Christine? Oui, parce qu'il fait ne fait pas très chaud. Tout à fait. Alors, on n'a pas de café ici encore. On ne peut pas faire pousser des caféiers ici. C'est dommage. Bien dommage. On aurait bien un bon café pour se réchauffer. Absolument. On va le prendre à la bibliothèque, peut-être? Exactement. Non allez, je vous précède. La bibliothèque de l'Institut d'agronomie aurait pu servir de décor aux aventures d'Harry Potter. Elle rassemble une très belle collection d'ouvrages anciens sur le monde végétal. Mais pour le café, ce sera pour une autre fois. Je dois retourner au lycée hôtelier Guillaume Tirel, car Madame le proviseur attend déjà son dessert. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu les étapes? Oui. Alors là, il ne faut pas se planter parce que c'est le dessert de Madame la proviseure. Tout à fait. Alors, On laisse faire. On les balade bien dedans. par la cuillère, comme ça. Verser voilà. directement. Alors vers la voilà. On secoue un petit peu. Voilà. Et voilà. Ça fait voler le sucre. C'est le début. Très bien. On fera une seconde. Vous mettez combien comme note là déjà? Alors sur 20, il y a quand même des bons gestes. Allez, j'irai à 14 ou 15. Ah, c'est pas mal. Ouais, bah oui, pour une première fois, c'est très merci. bien. Vous êtes Allez, j'y appliqué. vais. Très bien. Elle est par là, tout à Madame la directrice. Tout à fait. Oh là là. Oh là 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 là. Voici votre dessert. Pêche flambée au cognac, aromatisé au Grand Marnier. Merci beaucoup. C'est très beau. C'est beau Bien présenté. Je peux m'inviter à votre table? Ah, mais avec grand plaisir. On va partager ce dessert. Volontiers. Alors, Madame la directrice, on est en plein cours là. En plein cours. Là, vous avez l'exemple typique de ce que nos élèves font dans leur formation, c'est-à-dire qu'ils accueillent... Ah, c'est mieux là. C'est Gilles qui l'a fait. voilà. On reconnaît la Excellente patte dégustation. professionnelle. Merci, oui. Et donc là, ils sont en plein service, ils servent des clients. La moitié de la classe est en ce qu'on appelle en cuisine et l'autre moitié en salle. Au niveau des formations, on a tous les niveaux. Ça démarre au CAP et ça peut se terminer en licence professionnelle. Et l'outil est exceptionnel. Merveilleux. Vous avez combien de cuisines en tout là? On a 4 cuisines. Immenses cuisines. Des immenses cuisines. On a des salles de pâtisserie, une salle d'œnologie. Et nous espérons ouvrir une mention complémentaire sommellerie. Et nous avons l'hôtel avec 4 chambres d'application. On a des expériences en termes de design culinaire où les élèves, travaillant avec une école d'art publique parisienne aussi, travaillent sur des mets qu'ils créent avec une vaisselle adaptée aux mets qu'ils créent. Et c'est extraordinaire. Et puis on est aussi dans l'innovation, en utilisant les mets peut-être un peu différemment, en revisitant, comme on dit actuellement, les recettes. Vous rectifiez
Et puis on essaye d'ouvrir nos élèves au monde. Et on travaille aussi donc sur les cuisines étrangères. Vous mangez tous les midis ici? Quasiment, oui. Donc la cantine, elle est bonne ici. Elle est très bonne. Merci Evelyne. En tout cas, je vois que vous êtes une proviseure heureuse. Épanouie. Bon, et puis je rappelle que ici c'est les portes ouvertes. On peut venir déjeuner, dîner et puis visiter l'établissement si on en a envie. Exactement. Bon, moi je vais terminer mon dessert. Je Et puis je vais terminer cette émission aussi en disant au revoir aux téléspectateurs. J'ai passé un super moment dans ce quartier. Je vous invite à venir le découvrir. Je vous invite aussi à voir ou revoir cette émission sur France3.fr et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.